C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Tatiana Elezova, je suis en premier semestre de DES Anesthésie Réanimation, actuellement en réanimation chirurgicale au Kremlin-Bicêtre, et j'aimerais vous présenter mon stage junior intitulé Les clés pour réouvrir la porte, encadré par professeur Arbois. Nous allons commencer par un cas clinique. Vous prenez en charge Monsieur L, de 48 ans, qui a été admis pour sepsis, qui se présente avec des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée. À l'entrée, il est hémodynamiquement stable, tachycarde à 130 battements par minute, fébrile, polypnéique. À la biologie, on note une hyperleucocytose, une cytolyse ainsi qu'une cholestase et une insuffisance rénale aiguë avec une créatinine à 188 micromoles par litre et des lactates à 2,3 millimoles par litre. Un scanner est réalisé, retrouvant une dilatation des voies biliaires intrahépatiques sans dilatation de la voie biliaire principale, une hypertension portale avec une splénomégalie, une thrombose complète de la branche portale gauche, ainsi qu'une thrombose partielle de la branche portale droite, une distension urétérale épiélique droite et un abcès diverticulaire sigmoïdien. Donc, selon vous, quel est le point de départ du sepsis? Qui dit pyélonéphrite obstructive? Qui dit angiocolite? Qui dit thrombose porte infectée? Et qui pour la diverticulite? Quelle serait, selon vous, la prise en charge adaptée pour la thrombose forte, sachant qu'il y a plusieurs bonnes réponses? Qui mettrait une anticoagulation curative pour 3 à 6 mois, une antibiothérapie de 4 à 6 semaines, une thrombolyse ou une thrombectomie, et qui respecterait la thrombose? Mais il y en a plein qu'on respectait là. Nous allons revenir au cas clinique plus tard. Donc, comme certains l'ont déjà pu deviner, nous allons aujourd'hui parler de la thromboseptique de la veine porte, alias pilieflébite. Il s'agit d'une infection rare mais grave, avec une incidence estimée à 0,3 à 2,7 cas pour 100 000 habitants par an, et une mortalité d'environ 9%, qui peut aller jusqu'à 19% dans certaines séries. Une étude rétrospective suédoise publiée en 2006 qui a étudié 24 000 autopsies réalisées entre 1970 et 1982, ce qui représentait 84% de décès intra-hospitaliers totaux, retrouvait 1% des thromboses fortes chez ces patients décédés, avec 10% de ces thromboses associées à une infection ou une inflammation abdominale. En parlant de l'infection et de l'inflammation, il s'agit des états qui induisent des états procoagulants avec action sur les composants de la triade de Virchow, à savoir la stase vasculaire, les anomalies de l'hémostase et l'atteinte de l'endothélium, avec libération des cytokines procoagulantes, de l'interleukine 1, 6 et du TNF-alpha essentiellement. Et les pathogènes impliqués dans les pilieflébites ont également les propriétés prothrombotiques, que ce soit par la lésion de l'endothélium, en fonction de l'expression du facteur tissulaire sur les monocytes et les macrophages, et une propriété plus spécifique des bactéries gram-négatives, avec le facteur plaquettaire 4, qui va pouvoir se lier aux polysaccharides de membrane des bactéries gram-négatives, notamment la lipide A, ce qui va induire un changement de conformation avec exposition de nouveaux épitopes contre lesquels l'hôte va pouvoir s'immuniser avec production des anticorps PF4 lipide A. Et donc le complexe PF4 lipide A et les anticorps vont à leur tour induire une activation et une agrégation plaquettaire. Donc ces états procoagulants sont également retrouvés dans les terrains qui sont associés aux patients présentant des pilieflébites, à savoir les chirurgies abdominales, les pancréatites, des patients avec la cirrhose, des thrombophilies, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou des néoplasies de la région hépatobiliaire. Pour comprendre l'émergence de cette pathologie, il est important de faire quelques rappels anatomiques avec la veine porte qui est le confluent veineux principal du foie, qui est composé de la réunion de la veine mésentérique supérieure
et du tronc splénomésarique, lui-même composé de la réunion de la veine splénique et de la veine mésentérique inférieure. Pour ce qui est du drainage des organes digestifs, il y a la rate et le pancréas qui sont drainés vers la veine splénique, l'estomac en drainage mixte directement vers la veine porte et vers la mésentérique supérieure. Le côlon gauche et le sigmoïde sont drainés par la veine mésentérique inférieure. Et l'intestin grêle et le côlon droit sont drainés vers la veine mésentérique supérieure. Donc la veine porte assure 2/3 de la vascularisation du foie, avec l'autre tiers assuré par l'artère hépatique. Elle mesure 8 mm de diamètre et 8 cm de longueur et se divise au niveau de l'espace porte en branche branche portale gauche et branche portale droite. Le flux sanguin qui circule dans la veine porte est décrit comme laminaire et dirigé, avec un phénomène régissant cette circulation décrit dans la littérature sous le nom de phénomène de streamline. Ce phénomène peut être approché par un phénomène naturel qui existe avec la réunion des deux fleuves dont les eaux ne vont pas se mélanger, notamment à cause des propriétés chimiques de la différence de vélocité et de la température. Et il en est de même dans la circulation dans la veine porte, avec le sang provenant de la veine mésentérique supérieure qui va être dévié vers le lobe hépatique droit, et le sang provenant de la mésentérique inférieure et de la veine splénique qui vont être dirigés directement vers le lobe hépatique gauche. Il en résulte donc une dissémination infectieuse avec distribution préférentielle pour le lobe hépatique droit ou gauche, avec des pathologies donc impliquées dans la genèse d'épilephlébite. Ce phénomène-là est favorisé par la brièveté de la veine porte et ainsi que la branche droite qui est très horizontale et qui dévie facilement le flux de la veine mésentérique supérieure directement vers le lobe hépatique droit. Pour ce qui est donc de ces pathologies associées, une étude rétrospective publiée en 2022 étudiant 103 patients admis pour piléphébite retrouve que c'est des diverticulites qui sont le plus associés aux thromboseptiques de la veine porte, suivis par des appendicites, des abcès hépatiques, même s'il est compliqué de distinguer les causes et les conséquences, les pancréatites, les angiocolites, puis en proportion égale des cholécystites, des colites et des chirurgies abdominales. Comment fait-on le diagnostic de la thrombose septique de la veine porte ? Les présentations cliniques et biologiques sont très peu spécifiques, plutôt liées à la pathologie associée initiale. Donc les patients qui se présentent souvent avec de la fièvre, des douleurs abdominales et des signes de sepsis. À noter que les cytolyses sont rarement très importantes, même s'il s'agit des thromboses aiguës et complètes souvent de la veine porte ou de ses branches. Et on retrouve également souvent des cholestases avec 5 à 10 fois la normale. Donc, généralement, il est admis que le diagnostic des thromboseptiques de la veine porte est posé en cas d'infection abdominale de moins de 30 jours, avec thrombose ou aéroportie radiologique, puisque le gold standard qui est la thromboaspiration n'est tout simplement pas praticable dans la pratique clinique de tous les jours. Et à noter un délai moyen du diagnostic d'environ 8 jours. Donc, le diagnostic est essentiellement scanographique, avec à peu près 90% de diagnostics réalisés sur le scanner. Voici une illustration dans le cas de G-Unit compliqué de thromboseptique de la veine porte, avec des arguments radiographiques en faveur qui sont l'infiltration de la graisse périvasculaire, l'élargissement endothélial avec rehaussement des parois et un défect de rehaussement endoluminal. Il est également possible de faire le diagnostic sur l'IRM qui permettrait de mettre en évidence des thromboses plus distales avec hyperintensité dans la séquence de diffusion. Il est important de faire ce diagnostic rapidement puisque les complications sont fréquentes et graves, notamment comme montre cette étude américaine rétrospective publiée en 2022, incluant 103 patients
qui retrouvait à peu près 40% de ces patients qui présentaient des complications. Pour la plupart du temps, il s'agissait des abcès hépatiques. Donc il s'agit des complications directement en lien avec la thrombose, avec la dissémination des pathogènes en aval de la thrombose. Cette étude-là retrouve également 4% de d'ischémie digestive, donc conséquence de l'extension en amont, avec impossibilité de drainage correct des organes digestifs. Pour le restant de la proportion de ces complications, il s'agissait principalement des complications en lien direct avec le sepsis. Pour ce qui est des complications chroniques, elles se recoupent souvent avec des complications qu'on retrouve également dans les thromboses non septiques de la veine porte, qui résultent de la non-perméabilisation de la veine porte avec induction de l'hypertension portale, des ascites, des splénomégalies et des hémorragies digestives. Il existe aussi également des cas de transformation caverneuse décrite, donc avec développement des collatérales veineuses au niveau de la thrombose. Donc pour éviter toutes ces complications, il est important de parler du traitement qui consiste en un trépied avec la prise en charge du foyer infectieux initial, ainsi qu'une antibiothérapie et les anticoagulants. Nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur ces deux derniers, avec l'antibiothérapie qui est indiscutable pour la prise en charge des thromboses septiques, avec principalement une antibiothérapie de 4 semaines préconisée par les études, les auteurs publiant sur le sujet, avec 1 semaine de préférence en IV à la phase initiale. Cette antibiothérapie devrait être adaptée aux germes identifiés et il est également proposé de commencer une antibiothérapie pour 4 à 6 semaines d'emblée en cas de présence d'abcès hépatique. Il y a généralement 62% de documentation sur les hémocultures par rapport aux germes associés et une étude grecque rétrospective publiée en 2010 qui a analysé 100 patients. On retrouve jusqu'à 92% d'identification du germe en cause en prenant en compte des prélèvements multimodaux, à savoir des hémocultures, des ponctions des abcès hépatiques, du matériel de la thromboaspiration et des prélèvements tissulaires réalisés en cas de traitement du foyer infectieux associé. Une autre étude rétrospective publiée en 2023, analysant 220 patients admis pour pyléphlébite, retrouve que c'est les Escherichia coli qui sont les agents pathogènes le plus identifiés, suivis par les bactéroïdes, les streptocoques, le fusobacterium qu'on retrouve, qui est le plus connu dans le syndrome de Lemierre, les klebsielles et des staphylocoques. Voici une suggestion d'antibiothérapie large spectre à initier dans la phase initiale, donc soit avec une thérapie combinée avec métronidazole associée au C3G ou fluoroquinolone, ou d'emblée une monothérapie par PNM ou piperacilline tazobactam. Pour ce qui est de l'anticoagulation, le sujet est plus débattu. L'introduction de l'anticoagulation curative pourrait permettre une prévention de l'extension des thromboses, au maximum favoriser la résorption et donc prévenir les complications, notamment chroniques. En vous présentant quelques études suivantes, j'aimerais vous convaincre de l'utilité de l'anticoagulation dans les thromboses septiques de la veine porte. Cette cohorte rétrospective américaine publiée en 2020 qui analysait 67 patients, principalement avec des pyléphébites principalement associés à des diverticulites avec 42% d'hémocultures positives à surtout E. coli, qui analysait 2 groupes de patients, donc 47 patients anticoagulés et 20 patients anticoagulés, avec évaluation de la recanalisation à 3 mois, qui était statistiquement supérieure dans le groupe anticoagulé, avec également une moindre proportion de l'hypertension portale chez le groupe anticoagulation, et il n'y a pas eu de différence sur la mortalité ou sur des événements hémorragiques entre les 2 groupes. Donc les auteurs
en rapportant leurs résultats, préconiser une anticoagulation curative pour un minimum de 3 mois. En sortant un petit peu du sujet des thromboses septiques de la Vénporte, une étude chinoise multicentrique randomisée analysant 86 patients cirrhotiques avec des thromboses de la veine porte et des hémorragies digestives analysait l'efficacité et la sécurité des anticoagulants introduits à 48 heures de la ligature des varices œsophagiennes. Donc les auteurs qui mettent en évidence le fait que les hémorragies digestives sont associées à une mortalité à 3 semaines qui est d'environ 15 à 30%. Et de l'autre côté, les thromboses de la veine porte qui sont associées à l'émergence de l'hypertension portale et qui, à son tour, va induire des risques de saignement. Les patients analysés dans l'étude avaient principalement une cirrhose VHB induite, étaient pour la majorité des patients Child B et les groupes initiaux étaient comparables. Donc cette étude-là évaluait la recanalisation à 6 mois qui était statistiquement supérieure dans le groupe anticoagulé. Il n'y a pas eu de différence sur les événements hémorragiques, que ce soit aigu ou subaigu à 6 mois, et il n'y a pas eu de mortalité enregistrée dans cette étude. Ensuite, une méta-analyse italienne publiée en 2017 qui évalue 8 études avec un total de 353 patients avec un groupe anticoagulé soit par HBPM et ou AVK contre un groupe non anticoagulé qui retrouvait une proportion de recanalisation significativement supérieure dans le groupe anticoagulé sur les 6 sur 8 études concernées. Et également des hémorragies des varices œsophagiennes qui étaient significativement moins présentes dans le groupe anticoagulé dans les 4 sur les 8 études concernées. Voici le flowchart concernant la recanalisation de la veine porte avec le odds ratio total de 3,4 en faveur du groupe anticoagulation. Suite à ces résultats, il est donc légitime d'instaurer une anticoagulation curative pour 3 à 6 mois dans les thromboses septiques de la veine porte. L'anticoagulation qui serait probablement la clé pour réouvrir la porte. Pour ce qui est des traitements alternatifs, ils sont en général proposés en absence de résolution de la thrombose ou pire en cas de progression. On peut proposer ces traitements-là également en cas de dégradation clinique ou biologique. Une étude chinoise rétrospective publiée en 2016 qui analysait 34 patients cirrhotiques avec des thromboses de la veine porte aiguë. À noter que 3 de ces 34 patients avaient une thrombose de la veine porte associée à une infection abdominale qui comparait deux groupes avec thrombolyse systémique versus thrombolyse via un cathéter avec un contrôle de reperméabilisation de la veine porte à 2 semaines. La résolution des symptômes cliniques a été significativement moindre dans le groupe thrombolyse par cathéter, avec un thrombus score significativement supérieur dans le groupe thrombolyse systémique, le thrombus score qui correspondait à un pourcentage de l'occlusion de la veine porte ou de ses branches. Il n'y a pas eu de différence sur la durée de l'hospitalisation chez ces patients. Donc, on peut également appliquer ces traitements alternatifs à la thrombose septique de la veine porte, notamment comme le montre une étude rétrospective américaine publiée en 2020 qui analysait un cas d'une patiente de 68 ans qui s'est présentée pour une piléphlébite dans le contexte de corps étranger gastrique qui s'est dégradée malgré un traitement médical adapté. Et qui a nécessité une thrombectomie, une thrombolyse permettant une recanalisation à 100% de la veine porte avec un rétablissement de la patiente et un retour à domicile à 2 semaines.
Donc les messages importants sur le sujet que j'aimerais bien vous faire retenir, ça serait le fait qu'il s'agit d'une infection rare mais grave, souvent associée à une infection abdominale dont les diverticulites qui sont en tête. Le diagnostic qui se fait sur le scanner injecté en temps portal. Les complications qui sont aiguës avec des abcès hépatiques, des ischémies digestives et chroniques, avec hypertension portale et des hémorragies digestives, et les traitements qui comportent une prise en charge du foie initial, des antibiotiques adaptés de 4 semaines, une anticoagulation curative de 3 mois, et il est également possible de proposer des traitements alternatifs en cas de non-résolution de la thrombose porte. Et pour vous donner la suite de l'histoire du cas clinique, donc Monsieur L qui a été traité par expansion boulimique, l'instauration d'une antibiothérapie probabiliste par C3G flagile et une anticoagulation curative par INOEP. Il s'est rapidement amélioré sans nécessiter de prise en charge chirurgicale de la diverticulite ou de la dérivation des urines devant une amélioration rapide du bilan rénal et un ECBU négatif. Qui a été transféré en service de gastro-entérologie où il s'est compliqué d'une hémorragie digestive sur une œsophagite. Donc l'anticoagulation curative a été suspendue dans le contexte mais reprise à 5 jours de l'événement hémorragique et le patient par la suite a bénéficié d'une antibiothérapie toujours par C3G flagile pour un total de 4 semaines et une anticoagulation pour un total de 6 semaines.